bonjour à tout le monde. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Benjamin Lesage, voilà. Donc, je vais vous parler d'une expérience de vie sans argent que j'ai menée pendant plusieurs années. Et cette expérience a débuté il y a maintenant 5 ans. Pour ceux qui veulent savoir, parce que sur la question, elle est quelque part terminée, même si ça continue toujours. Et donc, toute cette expérience a commencé avec un voyage, un rêve. Donc j'avais 25 ans, je vivais aux Pays-Bas, et avec un ami italien et un ami allemand. Vous ne voyez peut-être pas bien si... Voilà. Avec un ami italien et un ami allemand, on a eu cette idée de partir sur les routes du monde sans argent. Donc au début, c'était l'idée de faire un voyage écologique. On était en train de se passionner pour l'écologie, on était allé à Copenhague, et on s'était dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose nous aussi. Et on s'est dit, ben, on va faire un voyage, parce qu'on avait envie de voyager, on avait 25 ans, on n'avait pas encore fait. Mais on ne peut pas se faire un voyage en avion, en consommant, parce que ce ne serait pas cohérent de faire un voyage alors qu'on a envie d'avoir une démarche écologique. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut voyager d'une manière écologique? Et donc là est venue l'idée de voyager en autostop, bien connu, et aussi en bateau-stop, de voyager en essayant de consommer le moins possible, et donc forcément sans utiliser d'argent. C'était le moyen le plus simple pour se forcer à ne pas consommer. Donc ce rêve a débuté aux Pays-Bas. Donc je vais aller assez rapidement sur le voyage. Il y a un livre téléchargeable gratuitement sur Internet pour en savoir plus, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc la première nuit, c'est aux Pays-Bas, ça a été un peu le baptême du feu. Donc on s'est retrouvés après 25 km dans une cage d'escalier à grelotter, à se rendre compte que vivre sans argent, c'est d'abord accepter les choses comme elles viennent et se retrouver des fois à la rue, ne pas trouver quelque chose à manger et devoir dépendre complètement des autres. Après la première nuit, nous avons traversé assez facilement donc, les Pays-Bas, la Belgique, la France. L'autostop c'est assez commun et ça marche même pour 3 mecs barbus un petit peu sales. Et nous sommes arrivés à Barcelone sans trop de problèmes. Là, on n'avait pas vraiment mangé, on avait grappillé quelques petites choses sur les plateaux repas dans les stations-service de l'autoroute, mais pas grand-chose. Et c'est en arrivant à Barcelone qu'on a rencontré une foule de gens qui venaient d'un peu partout, qui sont installés à Barcelone et qui faisaient énormément de récup. Là-bas, c'était presque un art. Et ils nous ont enseigné à aller à la fin des marchés pour récupérer les invendus ou demander aux boulangeries, aux pizzerias, à tout ce qui produit de la nourriture pour les invendus. Là, on a découvert qu'il y avait vraiment énormément de nourriture qui terminait à la poubelle, donc c'est plus une surprise aujourd'hui, mais il y a 5 ans, on en parlait beaucoup moins dans les médias. Et on a découvert que chaque endroit, chaque boulangerie, chaque supermarché avait toujours des invendus qui jetaient à la poubelle. Donc voilà, là, un petit exemple, c'était notre première vraie récup, donc des cagettes rempli de légumes en bon état. Donc on a continué donc ensuite vers le sud de l'Espagne. Donc on avait fait un petit peu nos recherches avant et on savait que pour faire du bateau-stop, il fallait se rendre aux îles Canaries. Donc c'est des îles espagnoles qui sont en face du Maroc. Donc c'est pour ça qu'on voulait descendre au sud de l'Espagne pour passer au Maroc. Donc l'autostop en Espagne a été beaucoup plus difficile. On marquait sur nos bouts de carton à donde sea, donc n'importe où, parce que personne ne voulait nous prendre. Mais on a quand même réussi au bout de quelques jours à arriver jusqu'à Algeciras. Là, c'était le premier obstacle, comment traverser le détroit. Et donc, on a trouvé une combine pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Les camionneurs, les conducteurs de poids lourds ont le droit de prendre un copilote avec eux. Donc, gratuitement, on a trouvé 3 camionneurs qui nous ont pris chacun dans leur cabine. Et on a pu rentrer dans le ferry et on a même eu un repas offert en prime. Donc ça a été un premier petit coup du destin qui nous a montré qu'il y avait pas mal de possibilités pour voyager sans argent. On est arrivé au Maroc, donc le Maroc ça a été une expérience assez exceptionnelle à bien des niveaux. Donc il n'y a pas que le désert, on pensait que c'était que le désert au Maroc, mais il y a aussi des paysages verts et surtout des gens très généreux. Donc on a passé 1 mois et demi à essayer de trouver un voilier sur la côte pour rejoindre les îles Canaries. 1 mois et demi donc à faire du stop, à se balader, à essayer de se nourrir. Donc ça a été beaucoup plus dur de faire de la récup, parce qu'il y avait beaucoup moins de gaspillage. Par contre, l'hospitalité est quelque chose de très répandu dans ce pays-là. La plupart des musulmans que nous avons rencontrés étaient intéressés, ils n'hésitaient pas à nous dire « Ah, ben, venez à la maison, il n'y a pas de souci ». Ça faisait à peu près 1 mois, quand ça faisait 1 mois et demi qu'on voyageait, on commençait vraiment à avoir l'allure de vrais vagabonds. Donc il y avait aussi une certaine authenticité quand on disait qu'on n'avait pas d'argent et qu'on voulait faire un voyage écologique. Et donc toutes les personnes qui nous rencontraient, ou même des fois on passait dans la rue, elles nous disaient hey, « Qu'est-ce que vous faites, vous, là ?» Et ils nous invitaient chez eux et ils nous forçaient à manger. Quand je dis forcer, ça c'est par exemple une expérience. On faisait du stop dans la nuit et d'un coup il y a un camionneur qui s'est arrêté, qui nous a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?»
Et donc on lui explique qu'on fait un voyage écologique, sans argent, qu'on veut essayer d'aller jusqu'au Mexique, donc il nous prend pour des fous. Mais il nous dit, ben, venez, je vous amène chez moi. Et donc il nous amène chez lui dans un appartement, et il insiste pour qu'on reste dans l'appartement pour nous tout seuls. Donc lui, il va vivre chez sa belle-mère qui vivait au-dessus avec sa femme, et il nous dit non, restez là, c'est pour vous, je vous dois l'hospitalité. Donc le lendemain matin au réveil, il y avait un super petit déjeuner. À midi, ils arrivent avec une tagine végétarienne, parce qu'on avait fait le choix d'être végétarien. Le soir, rebelote. Donc on commence à se sentir mal de tout ça. On lui dit bah, écoute, c'est très gentil, mais il faut qu'on continue la route, tout ça. Il dit non, non, s'il vous plaît, restez un jour de plus. Rebelote, on reste encore un jour, le matin petit déjeuner, la tagine, le couscous le soir. On voulait aider, essayer de faire la vaisselle, la mère disait non, 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 il n'y a pas de problème. Et au troisième jour, donc on se disait bon bah là, il va vraiment falloir qu'on y aille. Et donc il s'appelait Moussa, n'arrive pas. Et toute la matinée passe, et il arrive vers midi, tout essoufflé, ça y est les gars, je suis papa. Et donc on se rend compte qu'en fait sa femme était enceinte, et qu'ils étaient allés vivre chez la belle-mère pour nous laisser l'appartement alors qu'elle était enceinte, juste pour le plaisir de nous donner le logement, et qu'en plus elle a couché. Donc là, il nous fait grimper dans son camion, il nous amène à l'hôpital, et il insiste pour qu'on prenne le petit bébé qui s'appelait Yaria dans nos bras, et qu'on lui dise des paroles, donc moi en français, Raphaël en allemand et Nicolas en italien, en disant « Ah, vous êtes comme les trois mages venus annoncer la naissance de mon fils, c'est superbe ». Et donc, c'était une expérience très forte qui s'est répétée, donc c'était pas tous les jours, tout le temps 3 jours. Dans le Coran, c'est écrit que quand un passager croise votre chemin, vous lui devez hospitalité et vous devez lui donner le gîte et le couvert pendant au moins 3 jours. Donc lui voulait vraiment respecter cette règle-là. Mais plein d'autres personnes nous ont accueillis chez eux avec toujours cette chose très naturelle de dire ben non, vous avez besoin, on vous accueille, il n'y a pas de souci. Donc pour nous, le Maroc, ça a vraiment été cette découverte-là, que la générosité était partout, même dans un pays où, si on reste en France et qu'on écoute que ce qu'il y a dans les médias, on pourrait penser qu'on va se faire voler, alors que c'était tout l'inverse. Là, c'est un autre exemple qui mérite d'être dit. Donc, on était à Agadir. On avait mis un petit mot dans le port d'Agadir pour essayer de trouver un voilier. Et Agadir, c'est plus touristique, donc il y avait beaucoup moins de générosité, vu qu'il y avait beaucoup plus d'Européens. Et on s'est retrouvé à devoir dormir dans une sorte de couloir extérieur, mais couvert, parce qu'il pleuvait. Et le matin, au réveil, il y avait un plateau de petit déjeuner à nos pieds, avec des olives, des bananes, des fruits. Donc nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et 10 minutes après, une femme sort avec un seau d'eau tiède. Ah, ça c'est pour vous laver. Alors on essaye de la remercier. Elle dit non, 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 c'est tout naturel. Il n'y a pas de souci. Machi mouchkil. Vous êtes des personnes qui ont besoin d'aide. Je peux vous aider. Je vous aide. Le même jour, signe du destin, on retourne au port et on tombe sur Robin, un Belge qui part pour les îles Canaries. Et qui nous dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir avec nous. Donc on trouve un voilier de 10 mètres, tout petit, pour aller jusqu'aux îles Canaries. Donc pour nous, ça veut aussi dire, le destin se délie, et c'est vraiment possible de faire du bateau-stop. Jusque-là, c'était que quelque chose qu'on avait lu. Donc notre première expérience en mer a été assez intéressante. Donc au début, tout va bien. C'est la première fois pour les trois qu'on montait sur un bateau. Très vite, on commence à se sentir un petit peu mal. Et 20 minutes plus tard, on est les trois en cale à vomir, et ça a duré environ 24 heures comme ça. Mais c'était une expérience qu'il fallait vivre pour ensuite arriver aux îles Canaries. Donc Las Palmas, pour ceux qui connaissent, c'est une grosse ville, il y a au moins 500 000 habitants. C'est Gran Canaria, c'est le nom de l'île, c'est une île très touristique, avec beaucoup d'Européens qui essayent de profiter du climat africain tout en gardant le confort européen. Et nous, on avait choisi cette destination parce qu'il y a un port avec des centaines de bateaux. Et c'est surtout le point où la plupart des voiliers vont s'arrêter avant de faire la grande traversée. Donc pour ceux que ça intéresse, il faut savoir qu'entre novembre et janvier, il y a énormément de voiliers qui font la traversée, énormément de skippers, de capitaines, qui recherchent des gens pour les accompagner. Et donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous, on est arrivé un petit peu tard en avril, mais nous avons quand même, nous sommes allés au port et tous les matins, on y retournait pour essayer de se faire connaître, pour donner des petits coups de main avec les capitaines qui étaient là, et attendre un bateau qui voudrait nous emmener jusqu'en Amérique. Donc ça a duré, on a attendu 1 mois et demi. Donc si on y va entre novembre et décembre, en général, on attend 1 semaine, 2 semaines maximum et on peut trouver quelqu'un. Nous, on était hors saison, donc c'est pour ça. On avait trouvé logement dans un squat, donc une maison qui avait été abandonnée dans la crise et qui était occupée par un groupe de jeunes. Donc on dormait sur le toit. Heureusement, il faisait beau à peu près tout le temps. Et pour la nourriture, on faisait ce qu'on avait appris à faire sur la route tout ce temps-là, de la récup. Donc là, on commence tous à être au courant du gaspillage, mais pour nous, c'était vraiment très fort de s'en rendre compte, d'ouvrir des conteneurs, par exemple, à l'arrière d'un supermarché, et de compter qu'il y avait environ à chaque fois 50 kilos de fruits et légumes par jour, sans compter la viande, les fromages, tout ça.
Et chaque jour, c'était la même chose. Donc, grosse abondance. On n'a jamais aussi bien mangé que quand on n'avait pas d'argent, en fait, quand on était dans un poste comme celui-là. Au bout d'un mois et demi, on est finalement tombé sur 2 Italiens qui partaient au Brésil et qui cherchaient à la base 2 Suédoises blondes. Ils avaient mis ça dans la petite annonce, mais ils n'avaient trouvé personne, donc ils ont dit, bon, bah, vous pouvez venir avec nous. Il faut vraiment comprendre que ça, pour les capitaines, si vraiment vous avez un peu cette idée, ce rêve de faire du bateau stop avec ou sans argent, c'est vraiment une expérience magnifique et c'est vraiment très faisable. Faire la traversée, c'est pas simple, et même un capitaine très expérimenté va aimer avoir des personnes avec lui. Si jamais il tombe malade, si jamais il est un peu fatigué, pour prendre la relève, tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'aventure. Pour nous, ça a été forcément une grosse expérience, une merveilleuse aventure. Et ça a surtout été 3-4 semaines, le temps de la traversée, très propice pour réfléchir sur ce qui nous arrivait. Donc là, ça faisait à peu près 4 mois et demi qu'on voyageait sans argent. On n'avait pas utilisé un seul centime. Mais plus que cette idée de voyager sans argent, le pari écologique, tout ça, on était en train de prendre conscience de ce que ça voulait vraiment dire de ne pas avoir d'argent en soi et de vivre comme ça. Et grâce notamment à la générosité des Marocains et cette simplicité qu'ils avaient dans le don, on découvrait que sans argent, c'était un autre monde qui apparaissait devant nous. D'un coup, les autres n'étaient pas des étrangers, des gens bizarres ou des personnes, des gens qu'on ne connaît pas. C'était des personnes qui potentiellement pouvaient nous rendre un service, nous aider, nous donner ce dont on avait besoin. Et sur le coup, nous, des fois, le simple fait d'être là, ou d'aider quelqu'un, ou de parler à ses enfants, de donner un petit cours de français à leurs enfants, était un don aussi qui était beaucoup plus valorisé par eux. Donc on découvrait un peu cette idée d'une économie basée sur des dons et pas sur un échange monétaire. Donc la révélation, c'est que sur ce bateau, on s'est dit, c'est pas un pari écologique. Au début, on avait prévu de rentrer après en avion en France, de faire un documentaire, de le vendre, etc. Donc on s'est dit, non, ça on arrête. Vivre sans argent, c'est quelque chose de plus sérieux. Il faut vraiment qu'on vive sans argent pour de bon. Donc là, on s'est dit, plus jamais on va toucher de l'argent. On prend une détermination personnelle. On arrive au bout de 3 semaines et demie au Brésil, au nord du Brésil, à Recife. Là, c'est une ville immense, avec 3 millions d'habitants, très étalée, avec énormément d'inégalités. Pour nous, ça a été un grand choc de voir autant de richesses, des grands immeubles. C'est un peu aussi, il y a une grande plage, donc il y a beaucoup de personnes, de riches du Brésil qui ont leur deuxième maison là-bas. Et de voir autant de pauvreté aussi. Donc du coup, sans argent, pour nous, c'était se retrouver avec plein de personnes, de frères infortunés qui étaient dans la même situation que nous, sauf qu'eux, ils ne l'avaient pas choisi. Donc les nuits ont été très difficiles. Là, ça a été la première nuit, on a dormi devant un poste de police parce que tous les coins de trottoir abrités étaient déjà occupés. Il y avait vraiment des centaines de personnes dans les rues. Pour se nourrir, ça a été beaucoup plus difficile. On a dû manger du pain pendant 4 jours non-stop. Et voilà. Et au bout de quelques jours, on décide de se remettre en route. Et l'autostop à Recife était très difficile, donc beaucoup de méfiance entre eux-mêmes, entre les Brésiliens. Donc très difficile de faire du stop. Donc on se retrouve bloqué dans une station essence à la sortie de Recife. Et on se retrouve bloqué un jour, et ensuite un deuxième jour, et il y a un troisième jour qui passe où personne ne veut s'arrêter, personne ne veut nous prendre. Et au matin du 4e jour, je me réveille en sursaut et mes affaires ont disparu. Donc on dormait dans le poids, comment on dit, la charrette, donc les poids lourds, la partie derrière, on dormait parce qu'un camionneur sympa nous avait dit vous pouvez dormir là en attendant de trouver. Et donc le matin, je me réveille et mes affaires ont disparu, donc on avait acheté des sacs à dos solaires pour faire écolo et tout ça. Et mon sac à dos a disparu, donc je panique, j'essaye de voir qui a fait ça, de demander aux gens, donc bien entendu personne ne répond. Et pendant qu'on est en train d'essayer de trouver la personne qui pourrait nous aider, le camion part. Donc là je me rends compte qu'en fait c'est le camionneur qui nous avait hébergés, qui avait pris mes affaires. D'autres camionneurs brésiliens nous expliquaient que c'était quelque chose d'assez commun, d'essayer de gagner la confiance de quelqu'un pour le voler. Donc sur le coup ça a été très dur, c'est vraiment, je me suis retrouvé sans mes affaires, sans mon sac. Et en plus, vu que je cherchais quelqu'un pour nous aider, mon sac de couchage et le reste de mes vêtements est resté dans le camion. Donc je me suis vraiment retrouvé comme ça, avec une paire de sandales, un t-shirt et un pantalon. Donc sur le coup, c'était vraiment pas drôle, beaucoup de remords en moi. Il y avait un ordinateur dans le sac pour faire le documentaire et plein de vidéos, enfin plein de choses. Mais petit à petit, je me suis aussi rendu compte que c'était un petit peu logique. Dans mon sac à dos, il y avait aussi une carte bancaire qu'on avait dissimulée dans une poche, qu'on n'avait pas utilisée jusque-là, mais qui était là. Et grâce à ce vol, je me suis retrouvé vraiment la personne que je prétendais être pendant ces 5 derniers mois. Je vivais vraiment sans argent, j'avais plus mon passeport, plus ma carte bancaire. Et donc il y a un nouveau voyage qui a commencé, plus authentique, et où je me suis vraiment mis à découvrir qu'est-ce que ça voulait dire de ne plus avoir d'argent et de vivre vraiment sans avoir d'autres ressources que soi-même.
Ça s'est très bien passé, même mieux qu'avant, je pense, délesté d'un poids. Raphaël, lui, avait gardé toutes ses affaires. J'ai oublié de dire que Nicolas avait arrêté l'aventure à ce niveau-là. Mais vu qu'on n'a pas énormément de temps, c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. Donc on était deux, et Raphaël avait gardé ses affaires, mais bon, moi j'avais plus rien, et donc ça m'a permis vraiment de me libérer de tout ça, et de vivre l'expérience à fond. Donc on a remonté le Brésil, pour arriver en Guyane française. Donc là par contre il y a une réalité qui s'est imposée, il fallait que je justifie que je sois français. Aussi pour continuer la route, donc c'était chouette de ne pas avoir de passeport, mais pour changer de pays et aller jusqu'au Mexique, c'était impossible. Je crois que j'ai oublié de préciser que le but du voyage était le Mexique, mais en tout cas, c'est voilà. Et en Guyane, on a passé quelques temps pour refaire mon passeport, donc ça a été la première fois qu'on a utilisé de l'argent. Donc j'ai demandé à ma mère de transférer de l'argent sur un Français qui vivait en Guyane pour payer 42 € pour le passeport. Et on en a profité pour payer 20 € pour le visa pour le Suriname, parce qu'ils n'acceptaient pas qu'on y aille gratuitement. Même si on avait réussi à parler au consulat, il n'y avait pas moyen. Donc ça a été le premier argent utilisé, qui en soi n'était pas grand-chose, parce qu'on s'était toujours dit, pour les frontières, les trucs administratifs, on utilisera de l'argent. Mais dans notre utopie, dans le rêve, dans cette découverte que vivre sans argent était possible, on aurait vraiment aimé que même les frontières s'ouvrent quand quelqu'un explique honnêtement que l'argent, on n'en a pas besoin, qu'on peut vivre mieux sans. Donc on a continué le voyage, Suriname, Guyane anglaise. Là, il y a la copine de Raphaël qui nous a rejoints, Nieves. Donc avec elle, tout est devenu beaucoup plus simple. Donc on attendait beaucoup moins longtemps sur les bords des routes. On a commencé à manger très bien. Le voyage sans argent est passé d'une vraie galère de vagabond qui était très appréciable parce qu'on découvrait beaucoup sur nous-mêmes, mais à passer à un voyage un petit peu plus agréable. On a trouvé quelques combines, donc d'aller voir les pompiers à chaque fois qu'on se retrouvait dans un lieu. La plupart des pompiers ont une caserne et sont très disponibles pour nous laisser dormir à l'intérieur. Des fois, ils ont même des chambres et tout. Avec eux, on allait faire notre petite récup de nourriture et puis on leur cuisinait des plats. Donc là, on est passé à un autre niveau de confort qui, quelque part, pour moi, était un petit peu triste parce que j'aimais cette vie où chaque jour, il fallait passer sa journée en fait à trouver de la nourriture, trouver un lieu pour dormir. C'était une aventure réelle qui était très appréciable. Donc le confort, ça a enlevé un petit peu de charme et ça nous a permis de nous concentrer sur un autre aspect du voyage, de vraiment découvrir ce qu'il y avait autour de nous. Parce que jusque-là, le voyage, c'était surtout apprendre à survivre. Et là, nous avons découvert plusieurs choses intéressantes. Donc, par exemple, là, c'est au Costa Rica. Donc, c'est des champs d'ananas. Il faut savoir que le Costa Rica est le premier producteur d'ananas au monde. Et que la plupart des producteurs, donc là, on voit deux petits bonshommes, deux astronautes au fond, sont obligés de traiter 2 fois par semaine, avec donc, bien sûr des pesticides, des insecticides, tout ça, les cultures pour que la couronne des ananas, donc les feuilles qu'ils coupent avant de les mettre dans les supermarchés, pour que cette couronne soit intacte. Et s'il y a le moindre petit pet sur une couronne, tout un conteneur entier peut être jeté. Donc du coup, les agriculteurs là-bas sont très conscients qu'ils sont en train de détruire leurs terres. À chaque fois, ils coupent encore plus de forêts parce que, au bout de plusieurs années, la terre ne peut plus produire suffisamment d'ananas. Donc ils coupent de plus en plus de forêts pour produire de plus en plus pour la demande européenne et américaine. Donc c'est une histoire qu'on connaît déjà, mais c'est toujours bon de se la répéter. Là, on comprend vraiment aussi ce qu'il y a derrière cette idée de vivre sans argent. Donc pour nous, c'était aussi quelque chose de très spirituel, le don, mais c'est aussi quelque chose de profondément écologique. On oublie très souvent que chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a un coût, un impact humain, écologique derrière. Un autre exemple, ça a été avec donc les maquilas. Il n'y a pas vraiment de nom en français, mais c'est un peu les sous-traitants des grandes marques. Donc là, il y a une zone détaxée au Nicaragua, par exemple, avec des centaines d'hectares et plein d'entreprises qui font des jeans, par exemple, c'était le cas. Et donc on a été pris en stop par une femme qui travaillait et qui nous expliquait, par exemple, que dans la semaine où on était, il y a 2 personnes qui sont mortes d'intoxication, mais qui n'ont pas été indemnisées, et que la plupart des gens travaillent dans des conditions donc sans assurance, pour environ 2 euros, non, ils travaillent pour environ 100 $ au mois, pour produire des jeans qui, au coût de revient, enfin, genre Levi's va acheter des jeans à 2,50 € de chaque endroit, parce que vu qu'il n'y a pas de taxes, ça ne coûte rien, et que ces personnes-là, beaucoup meurent, ou en tout cas vont en terminer au bout d'un moment avec une condition physique désastreuse. Donc c'est encore quelque chose qui nous permet de comprendre que cette idée de vivre sans argent n'est pas vaine. C'est pas seulement un trip personnel, mais c'est aussi vraiment une position écologique et humaine de se dire, derrière l'argent, il y a toujours une grande chaîne de consommation qui est très souvent injuste.
Par contre, nous avons eu un petit souci aussi au Nicaragua. Donc on se retrouve, en général, on arrivait à négocier aux frontières, de parler avec le douanier, ou des fois il fallait qu'on voit quelqu'un de plus haut placé pour expliquer notre voyage et pouvoir passer sans payer, parce qu'il y a souvent des taxes touristiques. Au Nicaragua, il n'y a pas eu moyen, et ils nous ont vraiment dit non, non, si vous voulez traverser, il faut payer. Donc c'était 2 dollars par personne, c'est vraiment pas grand-chose, mais on s'était mis un point d'honneur à ne pas les payer. Et finalement, on est resté plusieurs heures à la frontière à bien réfléchir, et Nieves, qui était avec nous, il lui restait des dollars qu'elle avait pris je ne sais plus où, avant de venir dans le voyage, et elle a finalement payé. Et pour moi, ça a été quelque chose d'important de me rendre compte que oui, on était très borné dans cette idée de ne pas utiliser d'argent, en oubliant un petit peu qu'est-ce que ça veut vraiment dire de vivre sans argent. Que c'est pas juste l'idée, j'utilise pas un seul centime et je fais tout sans payer. Vivre sans argent, ça va bien plus loin. Et qu'il y ait quelques dollars ou quelques euros utilisés de temps en temps, n'enlevez pas toute la beauté et tout l'enseignement du voyage, qui repose avant tout dans cette idée qu'on peut vivre sans échange monétaire et qu'en faisant confiance à l'humain, on peut aussi s'en sortir. Donc on a continué à remonter l'Amérique latine, donc jusqu'au Mexique. Les gens étaient très généreux, pas autant qu'au Maroc, mais presque. C'était très difficile de récupérer la nourriture parce que tous les restaurants insistaient pour nous dire non, non, moi je vous donne quelque chose de neuf, je ne vais pas vous donner ce qu'on va jeter, etc. Donc pour essayer de compenser, on a commencé à parler de notre voyage dans les écoles, à essayer de faire le tour un petit peu des endroits où on pouvait présenter notre voyage et essayer de sensibiliser un petit peu sur ce qu'on faisait et tout ça. Et finalement, donc après 11 mois de voyage, donc plus de 25 000 km parcourus finalement en autostop et en bateau-stop, on est arrivé au Mexique, donc c'était un peu la destination finale de notre voyage. Et on est arrivé pile poil pour la COP, donc c'était la COP 16 à l'époque, je crois, à Cancun. Donc on avait participé à celle de Copenhague, donc on était tout content d'arriver pour la COP de Cancun et de pouvoir dire qu'on y était arrivé, mais sans prendre l'avion. Donc voilà, donc l'histoire continue. Ça n'a pas été la fin du voyage, ça a été le vrai début, parce que jusque-là c'était de l'expérimentation. Et après, on a continué à se dire, bon, on peut vraiment vivre sans argent, mais il faut aller un petit peu plus loin. C'est pas juste se balader et tout ça, on peut vraiment créer des échanges et créer des systèmes économiques sans argent qui peuvent fonctionner. Mais voilà, ce voyage est un peu long à commenter, donc je vous inviterai à lire le livre si vous le souhaitez sur Internet. Là, pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie, c'est un petit peu la carte du chemin. Donc après, on a fait une petite boucle aux États-Unis, on a continué à voyager comme ça. On est rentré en avion, donc ça c'est pour dire qu'on est très loin d'être parfait et qu'on n'a pas réussi à tout faire sans argent et en autostop. Et voilà, donc je vous laisserai plus tard découvrir plus sur le reste du voyage. Là, j'aimerais qu'on embraye sur l'économie du don et sur les enseignements de ce voyage. Donc c'est un terme très classique, un peu cliché qu'on utilise un peu partout, l'idée du lâcher-prise. Mais au fond, ça a été ça. Donc une des choses premières qu'on a découvert en vivant sans argent, c'était cette idée que l'argent, c'est avant tout presque un outil de contrôle. Pas des politiciens sur nous, mais de nous-mêmes envers notre vie. L'argent nous permet de décider ce qu'on va manger, où c'est qu'on va dormir. Et quand on n'a plus d'argent et qu'on est obligé de faire sans, eh ben on perd un petit peu tout contrôle sur ce qu'on va manger, où c'est qu'on va dormir, où c'est qu'on va aller. Donc ça a été le premier enseignement, de découvrir un petit peu que l'argent peut libérer, parce que l'argent des fois peut nous permettre d'obtenir des choses, mais que quand on n'a pas d'argent, il y a une autre liberté qui vient. On ne contrôle plus, donc on se libère de toutes ces idées, de toutes ces choses qu'on a dans la tête, que je veux ceci, je veux cela, je veux dormir comme ça, on n'a plus le choix, donc on se laisse porter. Et en se laissant porter, on est un petit peu obligé d'accepter donc la réalité telle qu'elle est. Donc c'est un concept bouddhiste que j'apprécie énormément et que j'ai appris pendant ce voyage, de vraiment, il y a un monde tel qu'il est, il y a une réalité, et l'argent, c'est un outil qui souvent nous aide à l'infléchir. On n'a pas envie de vivre cette réalité telle qu'elle est, et l'argent nous permet de s'évader un petit peu, de faire les choses à notre manière, d'acheter ce qu'on veut, même si ce qu'on achète vient de très loin ou a un impact écologique destructeur. L'argent nous permet un petit peu d'oublier tout ça et d'en faire qu'à notre tête. Et sans argent, on est un peu obligé de, si j'ai envie de manger mes lasagnes, là je peux pas. Je vais manger ce que la personne me donne. Pareil pour dormir, si j'ai qu'un bout de trottoir, je vais vivre avec. Et donc cette expérience quand même forte, parce qu'avec du recul, je me dis c'était vraiment génial, mais sur le coup, c'était pas toujours très simple. Cette expérience très forte permet aussi de trouver un petit peu ce bonheur ou ce contentement dans toute situation. Même si on avait passé la nuit sur un trottoir, qu'on n'avait rien mangé la veille, on n'était pas plus malheureux pour autant. Ça ne changeait pas grand-chose, on était toujours en vie, on respirait, on faisait des rencontres, on trouvait notre bonheur ailleurs que dans les plaisirs matériels.
Et donc forcément, l'enseignement le plus fort de ce voyage, ça a été d'apprendre à recevoir. L'une des critiques principales aussi du voyage, c'était qu'on a passé notre temps à recevoir. On n'était qu'une bande de profiteurs, et c'est grâce à l'argent des autres qu'on a pu vivre et voyager. Et c'est complètement vrai. Mais pour nous, c'était surtout une sorte d'expérience spirituelle, comme vont le faire aussi les moines bouddhistes ou les moines chrétiens à l'époque, parce que maintenant ils ne le font plus trop, de vivre dans les dénûments pour apprendre l'humilité, donc apprendre à vivre grâce aux autres, perdre ce contrôle et juste toujours recevoir et générer en soi ce sentiment de gratitude qui est nécessaire à la vie. Et donc quand on apprend à recevoir avec humilité, du coup c'est différent quand on se retrouve dans la position du donneur. Parce que très souvent, donc, il y a Marcel Mauss, un philosophe très intéressant qui avait écrit un essai sur le don, celui qui donne aura toujours un petit peu un sentiment de supériorité. Et on le vit tous un petit peu, on est très content de donner parce que donner nous met dans une position un petit peu élevée. Et recevoir, au contraire, c'est quelque chose de négatif. Quand on reçoit, c'est qu'on a besoin de quelqu'un. Donc c'est toujours plus difficile que de recevoir que de donner. Et par contre, quand on apprend à recevoir, si on a l'habitude de recevoir, à chaque fois qu'on va se retrouver dans une position de donner, inconsciemment ou consciemment, on a le souvenir que nous aussi on a été dans une position où on a reçu. Donc du coup, on ne donne plus avec ce sentiment de je donne parce que je peux donner. On donne parce que c'est tout naturel, parce que la vie donne, et parce qu'on m'a donné à moi, donc c'est à mon tour, il faut que je donne aussi. Donc ce voyage nous a vraiment appris cela, à recevoir sans se sentir mal, et à donner sans se sentir supérieur. Donc la critique principale de tout le monde, et ça continue, et je pense que c'est très bien qu'elle se fasse, c'est ce voyage n'a pas vraiment été fait sans argent. Vivre sans argent aujourd'hui, c'est assez compliqué. J'ai rencontré une personne, Daniel Suelo, un Américain qui vit dans une grotte aux États-Unis, qui vit beaucoup plus sans argent que j'ai jamais réussi à le faire moi-même, mais il vit dans une grotte et il est seul. Et ça fait 12 ans que ça dure, et il est très radical et très cohérent, mais sa démarche cohérente n'apporte peut-être pas autant que ça pourrait à la société en général, parce que du coup, ça reste très solitaire. Et en le rencontrant, ça a été une belle rencontre pour moi, mais je me suis aussi rendu compte que vivre sans argent, pour moi, c'était pas ça. C'était pas l'idée de vivre tout seul dans ma grotte. C'était plutôt de trouver d'autres systèmes économiques et d'essayer de trouver d'autres personnes pour faire vivre cette idée, l'économie du don, et essayer de la rendre plus forte. Donc, tout à l'heure, on en a déjà parlé. Là, on a un petit peu de temps, donc on peut recommencer si ça vous dit. Comme je l'ai dit aux personnes qui étaient là un petit peu plus tôt que les autres, pour moi, il y a quelque chose de très important à véhiculer et que mon voyage m'a véhiculé, c'est le rapport à l'argent. Je pense qu'on est tous, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, comme moi, habitués depuis tout jeune à jouer avec de l'argent ou à utiliser de l'argent ou à avoir cette idée que l'argent est toujours là. C'est un peu comme les arbres, l'air, c'est quelque chose qui est toujours là, on ne peut pas vraiment s'en passer. Et quand on n'en a plus, donc les personnes qui ont connu la pauvreté le savent, d'autres qui ont choisi la pauvreté peuvent le savoir aussi, mais quand on n'en a plus, le rapport à l'argent change complètement. C'est plus un outil en fait, parce qu'on ne l'a pas. C'est pas cet outil qu'on peut utiliser tout le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas, et donc c'est quelque chose d'inatteignable, et la perception change complètement. Donc suivant la situation où on est, l'argent a vraiment une autre dimension. Donc si ça vous tente, pour faire un petit break dans mon monologue, je ne sais pas si quelqu'un veut parler ou dire sur ce que représente l'argent pour lui, donc peut-être les personnes qui ne l'ont pas dit avant. Qu'est-ce que représente l'argent pour vous? C'est la question que je vous pose. En parlant assez fort si vous n'êtes pas trop timide. Ça, on va pas pouvoir le transporter, je répéterai. Oui. En fait, merci pour le récit de ton expérience. En fait, moi, c'était plus un commentaire, si c'est possible. Ah, je préfère qu'on les fasse après, parce que j'ai pas fini. Et ben, autant pour moi, là. Ah. Mais qu'est-ce que c'est l'argent pour toi? C'est une des principales catégories de base du capitalisme. Très bien. Quelqu'un d'autre veut donner sa version de ce qu'est l'argent pour lui, pour elle? Un petit effort. Je peux continuer mon histoire aussi, hein, ça me va. Mais... Moi, je dirais une âme. Non. Je pense que
c'est également aussi une ressource pour vivre, comme le temps, comme le cercle social. Enfin, voilà, c'est une ressource comme une autre qui peut être un outil, qui peut être tout ce qui a été dit aussi avant. C'est un troc. Mauvais, mais c'est un troc. C'est un peu une prison parce que j'ai remarqué que le moins on a d'argent, plus on crée de lien social en fait. Du coup, plus on en a, moins on est relié aux autres. Effectivement, ça me permet de rebondir. Ce qui m'a plu dans ta présentation, c'est le côté j'aimais aussi bien manger que lorsque j'avais pas d'argent. Enfin, là, du côté etc. à terre, c'est plus global, quoi. C'est-à-dire ce que ça permet d'ouvrir les chaînes que ça peut casser dès qu'on en a plus en fin de compte, alors que paradoxalement, on se croit hyper riche quand on en a. Pour moi, c'est aussi un moyen. Il y a des côtés négatifs, mais c'est quelque chose qui nous permet de. Voilà. Et pour rebondir sur l'idée de. On n'a jamais mangé aussi bien quand on n'avait pas d'argent. Moi, j'ai pas de logement depuis 10 ans. Je voyage, je reviens, c'est des amis qui m'hébergent là où je travaille. Et j'ai jamais autant habité dans de belles maisons que quand j'ai pas de logement. Aussi que c'est quand même un moyen de base international d'échange, parce que des fois, si on veut pouvoir échanger de données à l'international, on ne peut pas forcément envoyer quelque chose, et l'argent, quelque part, c'est aussi quelque chose de numérique, donc ça peut être aussi un moyen d'échange et de transaction internationale, entre autres moyens. Du coup, pour rebondir là-dessus, moi, je vois ça, que l'argent comme quelque chose qui abstrait complètement les objets qu'on peut consommer. Finalement, c'est grâce à l'argent, on échange de l'argent et on ne sait plus du tout quelle est l'histoire de tout ce qu'on a, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va en faire plus tard. Il y avait des gens devant après. Madame qui est là. Ici, il y a le monsieur en rouge. Après. Non, je suis à la Philippe tout à l'heure. Ah. Savoir que moi, ça fait 3 ans que je n'ai plus de chez moi. Félicitations. Oui, moi je pense que l'argent, en fait, il ne faut pas être addict. C'est comme ou l'alcool ou la drogue. Bon, l'alcool, disons, on en prend un peu, bon, c'est bien, mais si on en est esclave, si l'argent prend le pouvoir sur nous, là c'est dangereux. En fait, pour moi, je l'utilise comme une possibilité de vivre mieux, mais je ne vais pas m'ennuyer si j'en ai pas, je vais chercher d'autres moyens. Je ne vais pas être esclave, mais il en faut un minimum. On va dire que c'est la dernière. On peut juste peut-être se poser la question de savoir que si on était dans un monde sans argent, est-ce qu'on aurait des voitures, des télés, des téléphones, etc. Est-ce qu'on serait en train de faire cette conférence avec un rétroprojecteur? Merci pour vos idées et les remarques très pertinentes. Donc, ce que j'aime bien à cette question, c'est qu'il n'y a pas de réponse fausse, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, mais je vais le répéter. On a tous une représentation différente et suivant la situation où on est par rapport à l'argent, c'est toujours une vérité en fait. Je vais enchaîner justement sur ce que tu dis. Oui, effectivement, l'argent, c'est définitivement un outil et le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui sans l'argent. On ne pourra pas savoir comment il serait aujourd'hui s'il n'y en avait pas eu. Et peut-être que l'humain ne peut pas vivre sans cette idée d'échanger, peut-être que ça fait partie de lui. Ce qui est intéressant, donc, pour pas mal de choses, donc ça n'a pas été dit, en général c'est toujours dit au moins une fois, mais peut-être que beaucoup d'entre vous le pensent. C'est marqué sur les dollars ce qu'est l'argent, et donc forcément c'est pas la réponse ultime, mais c'est intéressant cette idée que money is trust, non, que l'argent c'est de la confiance. Et c'est quelque chose, quand on revient au basique, si l'argent a ce pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'on lui fait confiance. On fait confiance à l'argent. Donc il peut y avoir des mots, peut-être pas, mais en fait si, parce que si quelqu'un ici utilise un billet de 10 €, implicitement il y a une grosse confiance dans ce billet, dans l'institution financière qui est derrière, que ce billet va vous permettre d'obtenir ce dont vous avez besoin. Donc l'argent, c'est avant tout un véhicule de confiance, et grâce à ça, on fait confiance à cet argent pour obtenir ce dont on a besoin.
Et donc, en parlant donc, de l'économie du don, donc c'est un terme qui pour beaucoup, on va dire, bah, ça ne va pas ensemble, parce que l'économie a forcément de l'argent. Alors que bon, économie, ça veut dire la gestion des ressources à la base, donc non, il pourrait y avoir une économie basée sur le don. Et l'économie sur le don, eh ben, elle est expliquée par plusieurs personnes. Et il y a un économiste que j'aime beaucoup qui précise que, donc c'est Charles Eisenstein, c'est un Américain, mais qui a écrit un livre sur l'idée d'une économie basée sur le don, qui explique que oui, l'argent comme outil, comme monnaie d'échange, comme tout ça, c'est définitivement vrai, mais qu'avant tout, derrière ça, l'argent, c'est une marque de confiance envers un institut financier, envers juste un billet, une pièce, etc. On fait confiance à cet argent, c'est pour ça qu'il existe, c'est pour ça qu'il a ce pouvoir aujourd'hui. On fait confiance à cet argent pour être riche ou pas, etc. Et donc lui, ce qu'il propose, mais ce n'est pas le seul, en tout cas il en parle bien, et il pose une question, qu'est-ce qui se passerait si nous déplacions cette confiance que nous avons aujourd'hui dans la banque, dans le billet, si nous la donnions directement aux fournisseurs de services? Si nous sautions l'étape de l'argent pour je dis on continue pareil, mais on passe plus par l'argent, je fais confiance directement qu'il y a des gens qui font des télés, qui font qui font des chaises, qui font des tomates, je fais confiance à eux pour le faire. De la manière qu'eux me font confiance, moi je vais faire ce que je fais sans avoir besoin d'argent. Et c'est une deuxième question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous pouvez vous imaginer si on... Donc c'est un peu le jeu. Ah, je vais trop loin. Hop. Est-ce que si vous imaginez cette hypothèse, on a une baguette magique et on peut supprimer toutes les banques, tous les billets, juste comme ça, par magie, mais on vit pareil. Sauf qu'au lieu de recevoir un salaire, on ne reçoit rien et on va au supermarché et on prend ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous tente? Vous pensez que ça va fonctionner ou pas? On va privilégier ceux qui n'ont pas encore parlé, si ça vous va. Si quelqu'un veut se prononcer ou a une réponse ou un petit commentaire, on essaye de faire court aussi pour ne pas passer trop longtemps. Mais... Bonjour. En fait, avant l'apparition de l'argent, ça fonctionnait très bien, c'était le troc. Maintenant, c'est l'ouverture au monde extérieur qui a nécessité la mise en place d'une monnaie. Avant, il y avait des coquillages, par exemple, dans certaines peuplades, etc. Et puis, peu à peu, l'externalisation, on va dire, a fait qu'on avait besoin d'une monnaie. Parce qu'auparavant, elle était à l'effigie des rois ou des gouvernants des pays qui utilisaient une monnaie d'échange. Alors maintenant, oui, ça pourrait fonctionner, je pense, un système de troc. Il y a déjà plein de trucs comme Lyon Free Cycle, je sais pas, il y a pas mal de trucs, ou les incroyables comestibles également, ou des personnes qui mettent des frigos en place avec de la nourriture. Enfin, il y a des systèmes qui fonctionnent déjà. Maintenant, voilà, je sais pas, est-ce que nos gouvernants, est-ce que nos dirigeants sont prêts à prendre ces décisions? Je ne sais pas. Il y a au fond quelqu'un. Ça va faire du sport, moi. Et j'ai l'impression que tant que ça reste au niveau micro, il y a possibilité de faire des échanges, de travailler autrement. Mais ils ont eu la problématique, en fait, puisqu'il y avait une boutique ouverte gratuite pour les gens qui vivent à Auroville. Mais quand il a commencé à avoir déplacement, tourisme, et voilà, un lien avec l'extérieur un peu plus large, ils ont été obligés de mettre un chiffre sur les choses qu'ils donnaient et qu'ils vendaient et qu'ils échangeaient. Et même pour eux, pour vivre de cette manière, ils sont obligés de vendre les produits à l'extérieur, puisque voilà, c'est pour ça que je dis que vraiment il y a... Avant, en micro, on peut échanger des objets face à face ou des services, mais en macro, ça devient très difficile de transporter avec soi. Et je pense que c'est pour ça que la monnaie a apparu à un moment donné, c'est que quand on traversait, on faisait la route de la soie et on devait à chaque fois ramener un nouveau produit à échanger pour finalement que celui à qui on a promis en Inde, à qui on devait ramener je ne sais pas quelle ressource qu'on a choisi, qu'on a trouvé en Moyen-Orient, il faut à un moment donné, il ne pouvait pas tout le temps échanger des objets sur tout le trajet de la route pour arriver à la fin de ce que la personne avait demandé. Et je crois qu'il faut voir ça aussi comme ça. Donc c'est aussi un outil bon, voilà, après on y a mis plein d'images négatives parce qu'en effet les gouvernements se sont appropriés l'argent un peu comme la religion.
mais il ne faut pas oublier que ça peut être aussi simplement un outil qui permet une relation et un échange à grande échelle. En fait. Ils ont du mal à se séparer de l'idée d'argent quand même utile. Hein, il y avait quelqu'un qui a levé la main. Pareil, on ne va pas en faire trop. Une et après on va continuer. Rappelez-vous la question c'était... Oui, très bien. S'imaginer un monde où, baguette magique, on supprime l'argent. Est-ce que vous y croyez? On est gentil, on ne parle pas de oui, mais c'est bien pratique quand même. En fait, du coup, je ne vois pas qui fixerait la valeur des choses. Ça veut dire qu'il faut se faire confiance après, parce qu'on ne peut pas savoir si tu crées quelque chose et que moi je crée autre chose, qui va dire ton truc que tu as créé, il a plus de valeur que ce que moi j'ai créé, et ainsi de suite. Donc en fait, si on ne calcule pas en temps, du coup, peut-être qu'on calculerait en temps sur combien de temps j'ai mis à créer la chose, mais c'est possible, mais on peut calculer autrement. Question devant et puis après on va continuer. Oui, une petite là. C'était juste pour dire que les banques ont déjà... Est-ce que c'est applicable de sortir du mécanisme de chaque chose a une valeur et on échange en fonction? L'idée c'est vraiment de se dire, voilà, moi pour vivre, toi pour vivre, on a tous des besoins. Est-ce qu'il est possible tout simplement que tout le monde satisfasse ses besoins pendant que chacun apporte sa contribution d'une manière ou d'une autre? Par exemple, moi j'irai cultiver, parce que je fais comme ça, et puis si ça me nourrit plus que moi, évidemment que d'autres personnes vont en bénéficier. Je reste convaincu qu'il faut changer d'échelle de système. On ne peut pas penser ça avec les transports actuels. Il faut que les interlocuteurs soient proches les uns des autres. Une dernière devant. Excusez-moi pour la scène. Bonjour. C'était juste pour signaler que les banques ont déjà sauté le pas, puisqu'elles n'utilisent plus d'argent, elles font que des lignes de chiffres. Et un prêt, pour eux, c'est que ça, quoi. Bon courage. Alors c'est un autre débat. C'est un autre débat pour cette histoire, mais oui. Ce que je vais retenir, ce qui est très important, c'est l'idée de valeur, justement. Donc l'argent, c'est la confiance, mais l'argent, si on en revient à sa création, ça a été créé avec ce problème que pour faire des échanges plus loin, si moi j'ai besoin de tomates, puis que j'ai des pommes de terre à donner, la personne n'a pas forcément besoin de pommes de terre. Donc tout le monde le connaît, mais on en revient à une idée très claire que derrière l'argent, il y a cette idée de valeur, et en fait dans la société, c'est très marqué. Et valeur, en fait, c'est un synonyme de jugement. Si on en revient aux racines, on juge quelque chose. Et aujourd'hui, on a cette manie de juger tout, les gens, les comportements, les produits. Et donc on donne plus de valeur à une pomme qu'à une pomme de terre. On donne plus de valeur à un riche qu'à un pauvre, ou à quelqu'un qui a étudié ici ou qui n'a pas étudié, ou à quelqu'un qui vit en France que quelqu'un qui vit au Togo. Donc on a cette idée de valeur qui est très répandue, qui est partout, qui est un petit peu comme une maladie aussi, parce qu'on n'arrive pas à s'en détacher. C'est très difficile de ne pas juger. Et dans cette idée de se séparer de l'argent, il y a aussi cette idée justement de « et si on allait un petit peu plus loin que les valeurs ?» Si au lieu de trouver une marge de temps ou de réinventer une monnaie alternative, si on allait plus loin en se disant « ben non, il n'y a plus de valeur ». Parce qu'au final, la nature, elle, il n'y a pas de valeur. La nature n'a jamais édifié aucune valeur. C'est quelque chose de très humain. Si on allait au-delà de ça, et comme l'a très bien dit, je ne sais pas ton nom, mais si on pouvait s'orienter, donc c'est aussi l'idée d'une économie du don, sur fonctionnons sur les besoins des êtres humains, les besoins de chacun, et les ressources disponibles. Donc ça, c'est un petit peu une définition de l'économie du don. Alors attends, il faut que je remonte au-dessus. Voilà. Donc une économie basée sur le partage équitable des ressources disponibles en fonction des besoins et des capacités de chacun. Donc les ressources disponibles, parce qu'en fait il n'y a pas le choix, l'économie d'aujourd'hui ne le fait pas, mais il faut se réorienter vers une économie qui se base sur les ressources disponibles. Et ensuite sur les besoins, au lieu de mettre en place encore une fois une offre et une demande qui est basée sur la valeur et donc sur le jugement, de mettre juste, il y a des personnes qui ont des besoins, et d'accepter que certaines personnes ont plus de besoins que d'autres. Forcément ça crée un conflit, parce qu'aujourd'hui le besoin il rentre en conflit justement tout le temps avec le désir. C'est deux notions qui sont souvent très proches mais très différentes. Quand on veut une glace, c'est pas vraiment un besoin, c'est un désir. Et si on réfléchit,
Vous pouvez faire cet exercice pour vous, de se dire dans l'argent que vous avez à disponibilité, que vous dépensez chaque jour, chaque mois, vous le faites à la fin du mois si ça vous tente, hein, et regardez l'argent qui est utilisé pour vos besoins primaires, les besoins que vous avez besoin pour vivre, et le reste. Et donc en général, plus la personne est humble ou n'a pas beaucoup de ressources, la part est plus grande pour les besoins et plus petite pour les désirs, non? Et si le monde, de mon point de vue, est complètement en vrac, c'est parce que la plupart des gens qui ont de l'argent utilisent 90% de cet argent pour les désirs, non? Et donc, une économie du don fonctionne forcément avec un changement de paradigme de moi-même, je vais arrêter de penser que je suis un petit roi et que mes désirs doivent être satisfaits grâce à l'argent ou autre chose. De se dire, bah tiens, j'ai des besoins, il faut que je les satisfasse. Et si j'utilise d'autres personnes, parce qu'au final, acheter un produit qui a été fait ailleurs, c'est utiliser quelqu'un d'une certaine manière. Si j'utilise la main-d'œuvre de quelqu'un d'autre ailleurs, moins cher souvent que ce que j'accepterais de me faire payer, et ben, il faut que j'ai conscience de que cette personne fait ça juste pour un désir. Je vais profiter 3 minutes de quelque chose et quelqu'un a travaillé 3 heures pour ça. Donc de changer toute cette idée et de revenir, bon, on a tous des besoins, il faut les satisfaire. Et si on essayait de laisser nos désirs de côté? Donc l'idée difficile dans une économie du don, c'est que ça demande forcément un changement personnel. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire pour nous, c'est à nous-mêmes, chacun de notre côté, de le faire, de se dire, bah, tiens, je vais revenir à l'essentiel. Donc l'économie du don, aussi comme ça a été dit, forcément, ça peut être que local, comme ils ont fait à Euroville, et comme si on le faisait aujourd'hui. Si on mettait en place une économie du don à Lyon, il faudrait qu'il y ait, en fait, chaque immeuble, chaque quartier soit autonome, qu'il y ait de l'autogestion, c'est aussi un des piliers de l'économie du don, qu'on s'autogère nous-mêmes, parce que forcément, dans la confiance, on ne peut pas faire confiance à un président ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc il y a Jean-Michel Cornu qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Tirer bénéfice du don » et qui explique que pour faire confiance à quelqu'un, il faut reconnaître cette personne. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par contre, notre famille, nos frères, sœurs ou des amis, on leur fait confiance. Donc l'idée, c'est qu'une économie du don fonctionnerait avec un nombre restreint de personnes, et ce nombre, selon lui, ou selon une étude, remonterait environ 150 personnes. Parce qu'on peut reconnaître, notre capacité à reconnaître des visages s'élève environ à 150. Ça peut aller un peu plus loin, bas, etc., mais de manière générale. Donc il faudrait revenir, pour une économie du don, à des petites micro-communautés de 150 personnes, qui aient une autonomie maximale. Donc forcément, ça ne pourrait pas être complète, mais si par exemple chaque quartier avait ses panneaux solaires, ses éoliennes, etc., pour son énergie, sa propre production de nourriture, ce serait très difficile à Lyon, mais plus à la campagne. Fait qu'il y avait une autonomie pour satisfaire la plupart des besoins en petites communautés. Après, il ne resterait peut-être plus que 10 ou 20% besoins de l'extérieur. Et bien, on arriverait peut-être à faire fonctionner cette économie du don. Donc l'économie du don, c'est un peu ces idées-là. Donc des circuits courts, des échanges directs, une économie forcément écologique, et une économie qu'on appelle nous naturelle, dans le sens où on oublie souvent que le don, cette économie du don, c'est pas juste une chimère, c'est pas une utopie, c'est quelque chose qui existe. Ça a été la première économie à voir le jour sur cette planète, non? La nature donne inconditionnellement, pourtant elle ne fait pas spécialement confiance, elle se contente de donner, elle a confiance en elle. Et ça, c'est ce modèle que l'homme doit aussi, l'humain, pardon, doit remettre en place. Faire confiance aux autres, c'est pas très difficile. Ce qui est très difficile, en fait, c'est de se faire confiance à soi. Est-ce que j'ai suffisamment confiance à moi-même pour faire confiance aux autres? Est-ce que je peux accepter de donner en ayant la confiance que de toute façon, moi j'aurai ce que j'ai besoin, parce que si ce n'est pas cette autre personne qui me le donnera, ce sera une autre, ou moi je le ferai moi-même. De rétablir cette chose qu'on n'a pas besoin d'un système, on n'a pas besoin d'un système économique, on n'a pas besoin d'autres personnes de faire les choses pour nous, on peut le faire nous-mêmes. Et surtout, on n'a pas besoin de déplacer notre confiance en nous, qui est si précieuse, qui nous permet de franchir des obstacles immenses. On n'a pas besoin de cette confiance, il faut qu'on la remette sur nous, pas sur une institution, et non plus sur un billet. C'est dommage que pour beaucoup de personnes, l'idée d'un projet de voyage ou de réaliser quelque chose se cantonne à est-ce que j'ai suffisamment d'argent ou pas. Notre voyage sans argent, c'était un peu cette idée-là. Ben, tu as envie de faire un voyage, tu as envie d'aller au Mexique, tu peux le faire, tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Tu as envie de vivre en communauté, tu peux le faire. Tout ce qu'on a envie de faire, on peut le faire sans argent. Il faut y croire parce que on a des ressources et qu'avant l'argent, les gens vivaient aussi, non? Donc ça on a déjà fait. Donc pour moi, oui, la vraie question derrière l'économie du don, derrière cette idée, utopie, cette vision de demain, comme vous pouvez l'appeler, de vivre sans argent, tout ça, la vraie question c'est, est-ce qu'on est capable de se faire confiance? Est-ce qu'on est capable de faire confiance à son humanité, à son propre humanité? Et est-ce qu'on est capable de dépasser ses peurs,
ces craintes, parce c'est un peu humain aussi, on a toujours peur de ne pas avoir assez pour manger ou pas avoir un toit pour dormir. Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de ça pour se dire non, je vais arrêter d'avoir peur, je vais faire confiance, parce que on est tous super puissants, on est tous des êtres qui peuvent être illuminés pour trouver nos ressources et créer ce que nous voulons. C'est un pouvoir que nous avons. Et pour que ce pouvoir se révèle, il faut confier en lui, non? Donc, comment faire confiance? Donc, il y a plein de manières de se faire confiance, de grimper une montagne, de faire de l'escalade, de faire une retraite de méditation 10 jours en silence, de partir sur les routes sans argent, tout ce que vous voulez, un défi pour prendre confiance en soi. Mais il y a aussi quelque chose de très simple que j'ai remarqué, c'est que pour faire confiance aux autres, donner est un acte merveilleux. Et pas forcément donner juste de l'argent, parce que là ce serait presque un peu vicieux, même si pourquoi pas, mais en tout cas de donner de son temps, de son énergie, de donner des choses aux autres, parce qu'à chaque fois qu'on donne, on donne un petit peu de confiance dans cette idée que le don est vraiment une économie viable, c'est quelque chose de bien à faire. L'avantage du don, ce que j'aime bien, c'est que ça rend heureux tout le monde. Je pense que quand on fait un cadeau, quand on donne quelque chose, il y a toujours une satisfaction qui naît de ça, et la personne qui le reçoit est toujours très contente. Donc le don c'est toujours une situation win-win, il n'y a personne qui perd. Le don, c'est aussi, donc il ne coûte rien pour l'instant, ça on ne sait pas si ça va durer. Le don de terre, par exemple, coûte quelque chose. Il n'est pas encore interdit par la loi, ça aussi on espère que ça va durer. Et ce qui est encore plus beau, c'est que tout le monde peut le faire. Des fois, il y a souvent le commentaire, bah oui, mais quelqu'un qui a moins de capacité ou qui est moins talentueux. Et en fait, ça n'existe pas. On a tous quelque chose à donner, si ce n'est de l'attention, qui est la chose la plus dure à donner et que beaucoup de gens en ont besoin pour écouter leurs soucis ou leurs merveilles. Donc, on a tous quelque chose à donner et au moins du temps. Donc, on peut donner. Et en donnant, donc, on prend confiance que le don est possible et on donne confiance aux autres. Et donc, c'est un cercle vertueux qui commence à faire confiance dans une économie qui est basée sur l'humain, qui est basée sur les besoins, sur les ressources, parce qu'on ne peut jamais donner que ce qu'on a. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas, des promesses, mais bon, ça on sait où elles terminent. Donc c'est vraiment quelque chose, au niveau personnel, on peut déjà mettre en place une économie du don qui fonctionne. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'économie du don existe depuis toujours, elle se pratique au quotidien. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être donné quelque chose aujourd'hui, demain vous donnerez sûrement. Et on peut, et c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire. Et l'idée, j'ai envie, c'est qu'on voit l'économie du don pas comme quelque chose à obtenir, c'est pas quelque chose, pardon, mais post-monétaire, c'est quelque chose d'aujourd'hui. L'économie du don existe. Et on peut la faire exister un petit peu plus, on peut lui donner de la force pour essayer de contrebalancer un petit peu cette économie financière basée sur le profit, non ? L'économie du don peut vraiment devenir une contre-force. Et pour ça, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est donner. Il faut qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de vendre, par exemple, quelque chose, qu'on essaye de se dire, bon, attends, si on a vraiment besoin d'argent pour d'autres priorités, peut-être vendre, mais essayer d'avoir toujours une petite partie pour donner. À l'époque, dans la religion chrétienne, c'est encore comme ça chez les musulmans, dans ce qu'on avait, il fallait toujours donner un pourcentage aux autres. Il y avait cette sorte d'obligation que 10% de nos revenus devaient aller pour les autres. Donc, il n'y a pas besoin de compter, mais je pense que c'est bien de se remettre dans cette démarche de essayons d'insérer le don dans notre vie. Et surtout, essayez de ne pas cantonner ce don aux personnes qu'on connaît déjà ou à notre famille, mais de l'élargir. Donnons à des étrangers, à des personnes qu'on ne connaît pas. Essayons de nous forcer un petit peu à donner de la valeur, pour reprendre le terme de valeur, à cette idée du don. Et donc, si comme moi, j'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est qu'on a quelque chose en commun. Si vous en avez un petit peu marre de ce système actuel, ce système financier, je vous propose, donc ça peut faire un peu simpliste, mais je suis vraiment très sérieux en le disant, je vous propose de donner et d'utiliser le don comme un acte révolutionnaire qui peut vraiment fonctionner, qui peut vraiment contrebalancer le système actuel et qui peut faire émerger une société nouvelle. Je vous invite vraiment à vous inspirer de Mère Nature. À chaque fois qu'on doute, de regarder un arbre et de jamais oublier que ce n'est pas l'agriculteur qui fait en sorte que les pommes tombent de l'arbre. Lui, il fait en sorte qu'elles soient ou belles ou il les laisse naturelles. Mais la nature nous donne tout le temps. Et si on a envie de retrouver cette harmonie avec la nature, donc dans les débats écologiques, il faudrait essayer de regarder ce que la nature fait au quotidien. Et elle donne inconditionnellement. Donc essayons de nous inspirer d'elle pour donner des petites choses au début, suivant nos moyens, parce qu'il ne faut pas se faire violence, mais vraiment d'alimenter ça. Donnons et donnons parce que ça ne coûte rien et je suis sûr que ça peut nous aider à faire changer les choses.
Donc voilà, donc ça c'est un petit peu de pub, mais vu que c'est sans argent, il n'y a pas de souci. Donc c'est notre projet, c'est Autopia, donc c'est un peu notre utopie. Ça fait 2 ans que ça dure. Donc je ne vis plus sans argent, j'ai vécu 4 ans et demi sans utiliser d'argent. Je me suis marié avec mon adorable femme qui, elle, a essayé de vivre sans argent avec moi. Ça a été très difficile pour elle. Du coup, après, elle a utilisé de l'argent, moi pas. Ça a été assez difficile à gérer. Donc là, on s'est revenu depuis la naissance de notre fille, à se dire, bon, ben, on va être un peu plus souple parce que l'argent, il ne faut pas oublier que c'est juste un outil. Mais on ne perd pas de vue l'idée que l'économie du don est quelque chose de très fort qui peut nous permettre de nous révéler en tant qu'humains et vraiment de créer une nouvelle société. Donc ça, c'est un projet qu'on a en cours. Vous pouvez regarder sur Internet si ça vous intéresse. Je vous invite à se joindre à nous si vous le souhaitez ou à faire de même. Un espace, d'ouvrir un village, donc un petit village qui ne dépasserait pas 150 personnes, pour essayer d'expérimenter cette économie du don et voir surtout si l'être humain est capable aujourd'hui de vivre dans le don, parce qu'au final, c'est un petit peu ça. Et moi, le premier, j'ai encore du mal à avoir confiance en moi et en l'être humain pour faire tout ça. Pour ce qui est du voyage et tout ça, donc il y a 3 petits livres à télécharger gratuitement sur mon blog. Le premier, c'est un petit conte d'une 50aine de pages avec des photos, donc pour ceux qui n'aiment pas lire. Le deuxième, c'est plus long, il y a 130 pages, et là, je vais plus en profondeur sur le voyage, ce qui s'est passé, l'économie du don aussi. Et enfin, le troisième, c'est Voyager sans argent, le non-guide. Donc c'est un non-guide parce qu'il n'y a pas besoin de guide pour lâcher prise. Mais il y a plein de petits trucs et astuces pour comment se loger, comment se nourrir, comment voyager, etc. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à vous en inspirer, à le partager librement. Bien entendu, c'est ouvert à tous. Et là, il est 6h, ouais, donc on peut... je vais laisser la parole à Lucie. C'est bien ça ? Oui, à Lucie pour les incroyables comestibles. Si après vous voulez en parler un peu plus de tout ça, moi je serai dispo, des commentaires, des questions. Voilà, merci beaucoup. Alors merci Benjamin pour ton témoignage. Ce que je vais faire moi, c'est finalement vous présenter une expérience du don, du partage. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà les incroyables comestibles, ou du moins en ont entendu parler. En tout cas, je vais vous refaire brièvement l'historique de ce mouvement citoyen. Donc, tout a commencé en 2008, suite à la crise économique en Angleterre. Et le but de ce mouvement, en fait, c'est de profiter des espaces verts qu'on a en ville, des bacs de fleurs, des terrains vagues, pour planter et mettre à disposition des légumes, des herbes aromatiques, des fruits, et de les laisser à partager pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je vais aller planter une graine dans le bac de fleurs en bas de chez moi, par exemple du basilic, que vous allez passer derrière et l'arroser, que quelqu'un d'autre va enlever quelques mauvaises herbes pour laisser à la plante un peu de place pour pousser, et que quelqu'un qui passera par là, que vous ne connaissez pas, va pouvoir cueillir quelques feuilles et les ramener chez lui pour faire une salade le soir venu. Voilà. Donc c'est vraiment un mouvement qui est basé sur le partage, mais au-delà du simple partage de la plante en elle-même, c'est 3 piliers qui sont à la base de ce projet. Donc la communauté, qui nous permet finalement, ce que racontait Benjamin, c'est qu'on a besoin des autres pour vivre et apprendre. Et c'est ce qui amène donc le deuxième pilier, l'éducation, de montrer aussi aux enfants, et c'est particulièrement intéressant à Lyon de le faire, comment poussent les fleurs en fait, comment poussent les herbes, comment poussent les légumes, et de tout simplement leur apprendre à mettre les mains dans la terre et à cultiver, et leur montrer d'où vient ce qu'ils mangent, et que non, les carottes, ça n'arrive pas sous cellophane à Carrefour, et quelle est aussi la différence entre une courgette et un concombre ou un poireau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas faire cette distinction-là. Et la troisième assiette, le troisième pilier, c'est l'économie. L'économie, pourquoi ? Parce que donc, suite à cette crise économique qui a bouleversé la planète entière, beaucoup de personnes ont trouvé nécessaire d'aller chercher des réponses ailleurs que dans l'argent, mais en se rendant compte aussi que toute notre économie autour de là était complètement bouleversée et qu'il y avait besoin d'aller trouver du sens un peu ailleurs, et qu'on n'était pas obligé forcément d'aller chercher à l'autre bout de la planète ce qu'on pouvait faire sur place. Et du coup, suite à tout ça, ils ont réussi à Todmorden, donc en Angleterre,
à relocaliser leur économie et donc à faire fonctionner finalement les petits paysans, les maraîchers, les agriculteurs, les éleveurs qui étaient à moins de 60 km de la ville et du coup à avoir des produits sur leur marché qui venaient des champs d'à côté en fait tout simplement. Donc voilà, ça a commencé par des plants de rhubarbe dans un bac municipal et ça s'est semé au fur et à mesure depuis 2008 sur les 5 continents. C'est arrivé à Lyon fin 2012, début 2013. Et on a eu plusieurs expériences plus ou moins malheureuses parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver l'endroit idéal pour faire pousser des légumes en centre-ville. Il y a la pollution, certes, et après il y a les incivilités, mais au-delà de ça, il faut aussi de l'eau. Et c'est un peu le nerf de la guerre en ville, c'est d'aller trouver un endroit où on va pouvoir arroser tout simplement nos plantes et surtout trouver des gens pour s'en occuper. Donc aujourd'hui, on peut témoigner de façon tout à fait heureuse qu'il y a des incroyables comestibles sur la place Bir Hakeim, qui est dans le 3e arrondissement, et à Oulin. Et là, ce sont 2 endroits qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent avec les municipalités, qui fonctionnent avec les habitants du quartier, et où tout le monde en fait s'unit de façon à ce que justement ça fonctionne sans argent, qu'on fonctionne avec le troc d'outils, avec le don d'outils pour travailler la terre, et surtout pour trouver des graines, où on va aller toquer un peu aux différentes portes des jardiniers de notre réseau, voir des maraîchers aussi qui sont en périphérie de la ville et qui ont toujours des graines à donner et des semis parce qu'ils en ont trop en fait avant de les mettre en terre et finalement en allant très peu loin, juste à Dardilly par exemple qui est en périphérie de Lyon, on a pu comme ça trouver des petites plantes qu'on a pu mettre en terre sur Lyon. Donc voilà aujourd'hui comment on fonctionne de façon très, très brève. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce projet et tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais en tout cas, c'est pour vous inciter à vous lancer dans une aventure comme celle de Benjamin autour du monde, ou comme la nôtre, beaucoup plus simple et peut-être plus anonyme, car il n'y a pas besoin de savoir beaucoup en jardinage. On peut très bien mettre une jardinière devant chez soi et avec quelques plants de menthe, quelques plants de basilic, et faire partie du réseau mondial des incroyables comestibles, ce qui est assez incroyable à dire comme ça. Et de faire partie en fait finalement de cette grande communauté de partage. Dire qu'on va faire ça gratuitement juste pour le plaisir de donner ou le surplus de production qu'on a comme le font les maraîchers actuellement, ou son surplus de graines car on peut très bien avoir l'année précédente une grosse récolte de tomates et on récupère toutes les petites graines quand on se fait sa salade, on met ces graines de côté pour les replanter et les redonner l'année suivante à d'autres personnes qui pourront eux aussi à leur tour faire pousser des tomates chez eux. Donc voilà, tout simplement pour vous encourager ou à nous rejoindre ou en tout cas à vous dire que c'est très facile. Moi je ne savais pas jardiner quand je me suis lancée là-dedans et j'ai appris au fur et à mesure avec les personnes que j'ai côtoyées, avec tous ceux qui nous ont rejoints et chacun avait un petit quelque chose à donner ou pour la construction des bacs ou parce qu'il avait un contact à la mairie qui allait pouvoir nous dire dans quel parc on allait pouvoir jardiner ou parce qu'on allait nous mettre en relation avec quelqu'un qui avait des graines ou nous montrer tout simplement quelles étaient les bonnes associations de plantes, parce qu'il faut le savoir que les tomates et les capucines, c'est chouette à mettre ensemble, parce que du coup les capucines, elles vont attirer les pucerons qui n'iront pas manger vos tomates. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui ont été très très bénéfiques, et on est des centaines à avoir participé sur Lyon au total, presque, et puis en tout cas dans le monde, on est certainement des milliers aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à rejoindre un peu ce type d'initiative très positive qui permettent de rencontrer beaucoup de gens autour de quelque chose finalement assez simple et qui nous touche tous, c'est-à-dire la nourriture. Voilà. Merci. Donc on va revenir sur les questions. Je voudrais préciser qu'il y aura un stand dans le village des alternatives demain, donc qui va se passer sur les quais, vers le quai aux Gagneurs, du pont Lafayette jusqu'à la piscine du Rhône. Il y aura un stand spécial sans argent, parce que là vous l'appelez comme vous voulez, abolition de la monnaie, civilisation de l'accès, etc. C'est à peu près le même prix. Donc si vous voulez discuter, creuser la question, sachez qu'il y a plein de sites qui ont des vidéos explicatives, etc. parce que, bon, évidemment, il faut se décoloniser l'imaginaire, et c'est assez dur. Bien souvent, quand on parle de civilisation de l'accès ou imaginer un monde sans argent, je vous jure que la première réponse en général qu'on obtient, c'est
Oui, mais comment je vais acheter mes tomates? Je vous laisse méditer ce truc, parce que franchement, on est tellement imbriqué dans la monnaie et son utilisation, que quand on vous dit, oui, mais il n'y aura plus d'argent, oui, mais comment je vais acheter? Pardon? C'est déjà pas mal des tomates, parce qu'ils auraient pu dire un téléphone, une Oui, télé. oui, ils auraient pu dire téléphone, télé et tout ça, et il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est vraiment qu'une introduction en fait au sujet, mais j'insiste vraiment parce que beaucoup vous vendent des solutions qui ont déjà été testées, qui ont déjà échoué, etc. Et ça fait 5000 ans qu'on se tape dessus et il faudrait vraiment se sortir un petit peu de nos frontières, nos propres frontières, nous découvrir nous, avoir confiance, comme le disait Benjamin. Et il y a aussi d'autres outils, il y a encore vraiment un monde qui s'ouvre, quoi, et c'est pas du bisounours. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Il y a des gens qui réfléchissent là-dessus et qui amènent des solutions, et elles sont nombreuses, elles sont variées, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous. Donc voilà, donc on va passer aux questions. Voilà, donc ça va être abrupt, mais hop. J'ai une dame qui revient. Moi, c'est plus un témoignage qu'une question, une réflexion en tout cas. Ouais, je vais essayer. Par rapport au don, moi je trouve ça hyper intéressant de dire, pas dire sans argent, tout ça, mais de dire on commence par donner. Allez, essayons, quoi, un petit bout. Et ce qui me semble intéressant, c'est pas juste de donner, mais d'essayer de donner librement. Quand tu parlais du pouvoir qu'on a en donnant. Et moi, j'ai une toute petite expérience en Inde, où j'étais à Ahmedabad, dans un quartier musulman, et il était possible d'offrir un repas à des gens qui attendaient à l'extérieur du restaurant. Donc on a fait ça avec des amis, on a fait un repas, il y a 3 personnes qui ont été appelées, ils ont été mangées. Et la fois d'après, j'étais toute seule, je suis allée dans un autre restaurant, et j'ai donné de l'argent pour 2 repas, et j'allais partir, il me dit, non, 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 c'est toi qui vas les servir. Waouh! C'est énorme en fait. Et là, c'était vraiment du don et de l'humilité. Voilà. C'est chouette. Voilà, la vie sans argent, le règne du troc, etc., j'y crois. Mais je me demande comment est-ce qu'on peut faire en cas de problème de santé majeur, je sais pas, un cancer, une fracture. Je pense pas que ce soit possible de soigner par les plantes, mais de trouver un chirurgien qui voudrait bien nous soigner en échange de quelques patates, quelques carottes. Donc voilà, c'est le problème de la santé qui me fait poser cette question. Donc Benjamin va pouvoir vous répondre parce qu'il avait eu des soucis. Et juste, vous êtes encore dans l'idée de troc, hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible, je vous jure, c'est terrible. Mais il va... Pas comme ça. Non, c'est pas terrible, c'est normal, et je crois qu'on y est tous encore, perso, moi aussi. Et donc, effectivement, ce que j'ai envie de dire, c'est il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire, et elles sont vraies en fait. On ne peut pas communiquer par Internet sans argent. Et je serais le premier à aimer Internet et penser que c'est une belle avancée. On ne peut pas soigner d'un cancer sans argent. On pourrait, ce sera sûrement une possibilité un jour, avec la baguette magique pour faire supprimer l'argent, ou en tout cas dans l'idée qu'un chirurgien ne veuille pas de tes tomates ou de tes patates, mais fasse confiance que si lui, il aide un être humain à se soigner, et bien lui, quelqu'un pourra l'aider à son tour. C'est un peu cette... je ne sais pas si vous avez entendu parler du karma, je pense que tout le monde... Voilà, c'est un mot qui a été utilisé plein de fois, mais en parlant de l'Inde, cette roue du don, et en Inde, la notion est très présente de l'idée de... tu donnes, mais c'est aussi un acte égoïste de donner. Mais égoïste dans le sens que si tu passes ta vie à ne pas donner, il ne faut pas t'étonner si dans ta vie ça va mal. Et voilà, donc l'idée c'est plus la santé, oui c'est un problème aujourd'hui. Moi le premier pour ma fille, voilà, on est déjà allé une fois à l'hôpital et j'aimerais bien faire 100, mais il y a d'autres impératifs. Donc l'expérience, oui, moi j'avais 22 caries quand je suis rentré du voyage et j'ai trouvé une dentiste qui a accepté de me les soigner et en échange. Donc c'était pas un échange de temps en valeur, c'était, je me suis occupé pendant 1 mois et demi de sa mère qui était un petit peu malade et qui avait besoin de compagnie. Donc c'est un exemple. Donc forcément, pour dire ça, qu'au niveau de la société, pour que ça fonctionne, ce serait compliqué. Mais si on arrive à mettre en place ces économies locales et qu'il y a un chirurgien là-dedans, et que ce chirurgien, parce que ça aussi c'est possible quand on va à Cuba, peut soigner sans avoir tout un hôpital autour de lui, peut-être que ça peut être possible. Maintenant,
je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur oui, mais aujourd'hui, si j'ai ça, comment je fais sans argent? Parce que là, forcément, on va se dire ah ben non, on ne peut pas. Non, essayons plutôt de penser bon, qu'est-ce que je peux faire sans argent? Et pour le reste, eh ben, pour l'instant, comme je disais, il ne faut pas se faire violence. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Tout est toujours possible. Voilà. Ça ne répond pas exactement, mais... C'est vrai, il y a souvent la question de oui, mais quelqu'un qui fait des études pendant 15 ans, est-ce que sa valeur de travail est équivalente à celui qui balaye et qui est quand même utile de balayer? S'il a pris plaisir à étudier pendant 15 ans, la valeur est là. Mais si quelqu'un étudie contre son gré pendant 15 ans... où l'argent monopolise les études. Qu'est-ce qui se passe quand la connaissance est accessible? Tu parlais d'un monde où on se focaliserait sur les besoins. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place du tout au loisir, ou pas, par exemple, l'art, c'est pas un besoin. Si jamais je fais du l'art, enfin ça doit être un besoin aussi, mais pour d'autres, il y a des gens qui considèrent forcément que l'art n'est pas utile en soi. Donc il se passe quoi en fait dans ces cas-là? Est-ce que les artistes rentrent aussi dans le système? Sur 150 personnes, je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir envie de faire ça. Ça ne va pas forcément être considéré comme utile pour les autres. Voilà. Il y a une nouvelle récente dans le... Vous m'entendez au fond quand je parle comme ça? Ah, bon. C'est très récent qu'ils ont découvert dans la grotte de Cholet, je crois, mais en tout cas qu'il y a comment on appelle ça, les personnes qui ont étudié 15 ans pour, en tout cas, les peintures rupestres qu'il y avait dans les grottes. Ils ont découvert qu'il y avait cette recherche de peindre le mouvement de personnes qui couraient. Et de se rendre compte qu'il y avait vraiment une démarche artistique dans les peintures rupestres. Pas juste... Donc il y a un truc qui est sûr, c'est que l'art, c'est peut-être pas un besoin vital, mais si aujourd'hui l'art prend une place aussi grande, même si des fois c'est pas vraiment de l'art, mais dans nos vies, c'est sûrement que quelque part il y a un besoin. Donc ça passe par définir ce que c'est que le besoin. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on se projette un petit peu, ou pour ceux qui l'ont vécu à Auroville, il y a énormément de place à l'art, au loisir. Seulement, l'art et le loisir peuvent être très compatibles avec l'écologie, avec l'humilité, et surtout avec des ressources disponibles. On peut faire de l'art avec du sable et puis un bâton. On peut chanter. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'art, comme on peut le connaître aujourd'hui avec Hollywood, si on appelle ça de l'art, ou en tout cas des grands musées avec des tableaux achetés par l'État, je ne sais pas combien, là, oui, dans une économie du don, ce ne sera pas possible. Par contre, que des êtres humains s'expriment de différentes manières et se fassent plaisir, rigolent, là, je pense que oui, ça a définitivement sa place. Mais ça ne rentrera pas dans cette idée qu'il faut remplir un besoin. C'est juste quelque chose que librement nous voulons faire parce que nous avons le temps de le faire. Juste pour revenir sur l'art, parce que ce serait quand même dommage de dire que c'est inutile, je pense que l'art correspond à beaucoup de besoins humains fondamentaux. Le premier, c'est de s'exprimer. Le deuxième, peut-être, c'est juste un besoin de beauté et d'harmonie. Et puis un besoin aussi de lien et de communiquer, parce qu'à partir du moment où je m'exprime, j'espère que je suis un peu en lien avec quelques-uns. Et par l'art, si l'art est un moyen d'expression, alors c'est un moyen de lien, et ce sont des besoins fondamentaux, me semble-t-il, de l'être humain. Donc vive l'art. Ouais. Que deviendra la Star Academy sans monnaie? Ça va manquer. Oui, dans ces besoins, on peut voir que faire du sport est un besoin, que d'avoir une activité manuelle est un besoin, que d'avoir une activité intellectuelle est un besoin. Et en fait, nous, dans notre équilibre, si par exemple on est trop dans l'intellectuel, on va avoir un déséquilibre. Donc il va nous falloir du manuel, de l'intellectuel, de l'artistique, du musical, peu importe. Mais quels sont nos besoins à nous, puisqu'on est tous différents? Sur la question de l'art, une des raisons pour lesquelles la pratique artistique elle est souvent réservée à des gens qui font leur métier, ou alors reléguée à des gens qui se prétendent, qui sont étiquetés amateurs et du coup qui ne peuvent pas en vivre. C'est aussi la question de notre rapport au travail, du temps qu'on passe au travail. Et dans la logique que tu décris un peu là, on n'est plus assujetti à du temps de travail, mais ça s'organise différemment. Du coup, le temps, notre ressource temps, elle est utilisée différemment, et on peut
beaucoup plus facilement envisager d'avoir des activités de loisirs, que ce soit faire du sport, chanter, faire des percussions, faire pousser des légumes. Enfin, voilà, il n'y a plus une frontière aussi nette entre le travail qui, idéologiquement plus, est associé à la torture et une démarche artistique. Enfin, la frontière elle est beaucoup plus grande. Yeah. Moi, je voulais rebondir sur la question de la santé qui a été abordée, notamment par rapport au cancer, etc. Moi, j'ai fait des études en naturopathie et on est très à cœur en fait, de développer la notion de responsabilité par rapport à sa santé. Donc, en fait, par exemple, quand quelqu'un a un cancer, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de fatalité. Donc ça, c'est dans la santé, en fait, c'est un peu la même approche, c'est-à-dire que en fait, il n'y a aucune maladie comme ça qui arrive, qui est une fatalité qui nous tombe dessus. On a toujours une petite part de responsabilité dans les choses qui nous arrivent au niveau physique. Et du coup, si on avait aussi toute une autre manière de vivre et de s'alimenter et de fonctionner, on n'aurait peut-être pas toutes les maladies qu'on appelle les maladies de civilisation aujourd'hui et qui sont des fléaux. Voilà, donc, et par rapport à la question du cancer, si en fait on peut se guérir d'un cancer sans argent, il y a des tas de gens qui le sont, en modifiant radicalement leur mode de vie et leur alimentation. Voilà, donc moi je trouve que ça invite aussi à se penser en autonomie par rapport à un système de santé en fait qui nous impose une vision très dépendante. Et juste pour rebondir sur la question de l'art aussi, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Andy Goldsworthy, qui fait du land art, et donc c'est quelqu'un qui passe son temps dans la nature en fait et qui fait des trucs absolument incroyables. Et bien sûr sans aucune qui utilise uniquement les ressources naturelles, c'est vraiment magnifique, c'est très inspirant, donc voilà, je vous invite à aller regarder son travail par rapport à cette question-là. Sujet polémique sur la guérison du cancer, donc on n'est pas là pour parler de ça. Mais petite aussi virgule, à votre avis, pourquoi il existe des maladies dites orphelines? C'est parce que c'est pas rentable de mettre des chercheurs dessus. Donc qu'est-ce que ça peut devenir, ce pas rentable, dans une civilisation qui n'utilise plus de monnaie? La sélection naturelle. Juste en restant sur le thème de la médecine, c'est sûr que les médecins d'hôpitaux sont en général payants. Par contre, un certain nombre de praticiens de médecine alternative acceptent aussi de réduire leurs coûts ou de... Personnellement, moi je me suis mis en participation volontaire pour permettre justement à chacun de se faire soigner. D'autres questions? Peut-être réagir? Ouais, très bien. Moi, je peux juste ressouligner, oui, que ce soit santé ou c'est vrai que nous, dans le voyage, il y avait une certaine cohérence qu'on cherchait. Donc, on était végétarien, on est devenu végétalien. On ne buvait pas, on ne fumait pas. Et il y avait cette idée de, oui, il faut prendre soin de soi et aussi limiter cet impact écologique, et, comme on dit, dans la terre et notre corps, l'écologie personnelle aussi. Donc, après, le cancer, c'est aussi des fois des problèmes qui viennent beaucoup de stress. Et donc après, il y a tellement d'études et ceux qui financent les études sont toujours douteux. Mais souvent, les maladies très graves ne viennent pas forcément peuvent venir de ce qu'on mange, mais viennent souvent d'un environnement. Donc forcément, l'idée de sortir de ce stress qui est imposé et qu'on peut vivre tous les jours avec cette idée de travail forcé, d'argent, ou juste que c'est pas fluide autour de nous, non? Donc forcément, il y a énormément de choses qui génèrent en nous. Et, ouais. Autre chose, donc le cancer est un grand débat et je ne me mettrai pas là parce qu'à chaque fois je me dis, si aujourd'hui je découvre que j'ai un cancer, pour moi je me suis toujours dit, ce sera assez facile de me dire, je vais me mettre à faire des jus crus et il y en a qui sont guéris et j'y crois. Après, je ne sais pas comment va réagir ma mère, ma femme, mon enfant. Donc il y a toujours, oui, j'ai été très extrême pendant longtemps et je pense que c'est bien juste d'accepter qu'il y a plein de solutions, mais de jamais fermer une porte. Donc oui, se guérir naturellement, c'est définitivement possible. Après, à chacun de prendre le risque, entre guillemets, ou de préférer faire confiance.
Et je reviens à la confiance, c'est vraiment la chose, nous faisons confiance à l'hôpital. Et si nous comptons le nombre de morts à l'hôpital, on peut se demander pourquoi. Donc je ne remets pas en cause les hôpitaux, c'est très très bien comme service, mais il ne faut pas oublier qu'on fait confiance à l'hôpital parce qu'on nous a fait confiance. Si vous avez déjà entendu parler de cette expérience où on demande à des gens d'électrocuter, enfin de mettre du courant parce qu'il y a la blouse blanche. Enfin, c'est encore, comme il l'a dit, il y a toute une idée derrière sur l'argent, le système financier, la confiance. En quoi faisons-nous confiance? Et très souvent, on découvre qu'on ne se fait pas confiance à soi-même et qu'on fait trop confiance à des institutions, à d'autres choses. Et c'est dommage. Essayons de revenir à ça. Faisons-nous confiance, faisons confiance aux autres et je pense qu'il y a vraiment une clé dans cette idée-là. Autre question ou plus pratique aussi, on a le droit. Hein. J'aurais bien aimé avoir le point de vue de j'aurais aimé avoir votre point de vue. Vous avez, en guise d'introduction, parlé de votre refus également du système monétaire, donc voilà, c'est intéressant que vous l'exprimiez peut-être, non? Oui, je vous remercie, mais... Donc il y a un stand, comme je l'ai dit, demain, dimanche, que vous trouverez facilement parce qu'on a mis une grosse monnaie, en gros, une espèce de sucette géante dans l'économie sociale et solidaire. Donc je vous invite à venir. Après, comme j'ai dit, il y a vraiment, c'est le monde de l'accès, nous. Parce que bien souvent, l'outil monnaie, on dit oui, c'est qu'un outil. Mais un outil, il ne faut pas lui demander de vous envoyer... Enfin, il a ses limites, l'outil. Et oui, c'est un outil d'échange, la monnaie, mais c'est aussi un outil d'exclusion. C'est-à-dire, vous avez, ben vous pouvez, vous n'avez pas, ben vous ne pouvez pas. Alors là, déjà, ah zut, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est vrai. Alors bon, des fois, c'est une bonne chose quand ce qu'on veut, c'est aller à 5000 km/h en permanence, donc forcément, ça crée des problèmes. Mais voilà, quand c'est pour manger, quand on jette de la nourriture parce que c'est pas rentable de la ramasser, tout simplement, quand il y a des surplus alimentaires, là, ça pose problème. Et ça, c'est lié au prix. Donc c'est vraiment très complexe, là, vraiment, le but, c'est pas de rentrer, de changer la face du monde en claquant des doigts. Il a utilisé, Benjamin, la métaphore de la baguette magique. C'est évidemment provocateur, mais c'est très bien parce que là aussi, ça décolonise les imaginaires. Mais je vous conseille vraiment d'y aller pas à pas, parce que qu'est-ce que devient la notion de justice dans un système où il n'y aurait plus de monnaie? Parce que quand on regarde le code des lois et tout ça, la plupart sont liés à l'utilisation de monnaie. Que devient la notion de travail? Là, on l'a évoqué. Que devient l'éducation? Parce que l'éducation, est-ce que le système actuel a intérêt à ce que tout le monde soit, entre guillemets, intelligent? Pourquoi, dans les écoles, vous n'étudiez pas la psychologie humaine et la philosophie dès le départ, et le jardinage et l'autonomie dès le départ? Mais parce que tout le système économique est basé sur la publicité qui crée l'envie, qui crée la frustration. Vous devez être frustré pour consommer. La plupart du temps, évidemment, il y a les consommations de base, les consommations annexes, etc. Mais le but, c'est de vous frustrer. Si on fait des élèves équilibrés mentalement, est-ce qu'ils vont être esclaves du système de vite acheter, vite consommer, vite passer de l'iPhone 5 à l'iPhone 6 parce qu'il y a des nouvelles fonctions, etc. etc. Je ne suis pas sûr et ça pose d'autres problèmes après sur la vitesse de rotation de la monnaie, etc. etc. C'est très compliqué. Pourquoi on n'étudie pas non plus l'économie? Il faut toujours être dans une branche spécifique. Mais l'économie, alors que tout est économique dans notre monde, tout a un prix qui comprend l'histoire de l'argent dette. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel? On n'a pas les bases. Donc, voilà, on est maintenu dans une non-connaissance et c'est dur, voilà. Mais donc, vous avez évidemment commencé à réfléchir plus longtemps, hein, c'est pas de la provocation, mais commencer à réfléchir avec cette orientation de qu'est-ce que ça pourrait faire, qu'est-ce que ça bouge,
Qu'est-ce qui est impossible? Parce qu'on a parlé de la confiance, mais c'est très utile aussi la confiance. Il y a des moyens de comprendre l'autre sans forcément le connaître. Parce qu'il y a des tas de gens que tu as rencontrés, tu as fait confiance, tu ne les connaissais pas, c'était pas dans un cercle de 150 personnes. Donc, finalement, qu'est-ce que ça bouge? Pareil pour la consommation de café. Il y a des gens, oui, mais moi je veux mon café le matin. Qu'est-ce qui se passe dans un système où il n'y a plus de monnaie? Est-ce que celui qui fait du café fera toujours du café? Eh bien, réfléchissez-y et on en reparle. Et voilà. C'est la fin des haricots? Ouais, mais il n'y a pas de souci. S'il y a de nouvelles questions, n'hésitez pas. Même provoque, hein, on est là pour bouger les boules. Moi j'ai une question un petit peu plus pratique. Je suis d'accord que ça ne peut pas forcément marcher à l'échelle de la société et qu'il faut, comme il dit, des groupes de 150 personnes. Et mettons demain j'ai envie d'aller vivre dans un endroit et qu'il y a déjà ces 150 personnes, je fais comment? Ouais. Que devient la démocratie directe réelle? Ça. Donc, on reste dans la théorie des 150 personnes, donc, mais je comprends bien l'idée, oui. Mais c'est justement, s'il y a 150 personnes qui arrivent à faire ça, je le sais très bien, il va y avoir beaucoup de communautés. Et si toi, tu trouves, ils vont te dire, ah bah oui, on va pas te fermer la porte, on va dire, bon, bah là, vous commencez à être nombreux à venir Et donc, ça va être, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Pour exemple, à Utopia, on a 1300 inscrits, donc on remplit un formulaire pour nous dire que c'était bien, qu'ils voulaient se joindre. Donc c'est juste Internet, mais c'est pas un like de Facebook, c'est inscrit. Donc je pense qu'on est nombreux à peut-être pas y croire, à utiliser, mais à se dire, ah ce serait quand même bien. Donc si on commence, c'est comme c'est Margaret Mead qui l'avait dit, non? Pour changer la société, il faut juste un petit groupe. S'il y en a qui commencent, après ça va suivre. Et je pense que le problème ne se posera pas. Il y a des questions. Oula, plein de questions. Moi, je me posais la question, c'est pour commencer à vivre sans argent, est-ce qu'il faut déjà vivre plus simplement, je pense. Donc voilà, est-ce que tout le monde est prêt à se séparer de son smartphone parce qu'il y a plein de proposants qui viennent de je ne sais où, on fait travailler des enfants, tout ça, mais franchement, il y a la plupart des personnes ici même qui s'en foutent complètement, ils ont tous leur smartphone. Mais est-ce qu'ils seraient prêts à... Parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui adhèrent à Utopia, là, mais peut-être qu'ils ne seraient pas prêts à dire demain, bon bah, ça je le mets à côté. Voilà. On est d'accord. Personnellement, pour moi, j'aurais jamais pu le faire pas à pas. Je pense que le radical était nécessaire parce que j'avais besoin de m'en prendre plein la tête et j'ai l'impression que des fois la transition elle est nécessaire, mais c'est un peu toujours trop lent. Mais chacun sa personnalité. Après, c'est à chacun de répondre. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui se sentent prêtes ont un petit peu ce devoir implicite d'essayer de faire en sorte que d'autres personnes puissent se sentir le plus commode. C'est pas dire non à la commodité, c'est pas dire non au smartphone. C'est dire non comme il dit, il y a combien de versions d'iPhone, je sais pas, mais on est d'accord qu'ils auraient pu en faire un très bien dès le début, comme on faisait une très bonne machine à laver à l'époque. Tu vas revenir aux anciens téléphones. Pas revenir aux anciens, en faire un très bon. Genre, qui tenait 4 ans, 5 ans, 10 ans. Oui, ou plus. Maintenant, les smartphones. Exactement. Un an et après ils vont rester assez. Donc du coup, je pense que c'est pas est-ce qu'on est prêt à se séparer du smartphone, est-ce qu'on est prêt à travailler ensemble pour faire un smartphone qui va durer 15 ans et qu'on aura fait nous-mêmes parce qu'on prend plaisir à faire ça. C'est possible. Si des gens qui n'ont pas d'éducation et qui ont 12 ans arrivent à le faire, je pense qu'on est capable. Toute la question de l'open source qui est important, l'open écologie, ça existe déjà, l'open écologie. Est-ce qu'il y a un contexte pour vivre un peu comme ça, on a besoin de se couper de la société parce que des fois il y a des réactions un peu bizarres. Enfin, par exemple, j'avais invité des amis, il y avait mon anniversaire, je voulais manger chez moi, du coup j'avais préparé, etc. Mais elles venaient absolument aller au restaurant. Moi ça me plaisait pas du tout, mais en fait elles m'ont vu un peu comme une fille pauvre qui a pas envie de dépenser. Alors c'était pas ça, c'était vraiment un choix. Et du coup j'ai l'impression qu'on se coupe aussi de. Je peux m'approcher si tu veux, mais j'avoue personnellement, je me suis coupé de pas mal de personnes, involontairement, mais le fait que je ne boive pas d'alcool, par exemple, c'est un problème immense. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais c'est hallucinant comme les personnes te voient très différemment si tu ne te bois pas la gueule.
Le fait que je sois végétalien, alors moi j'étais vegan, végétalien, sans alcool, sans fumer, et forcément ça coupe des choses. Après, je peux rien regretter parce que ces personnes, si je les vois, c'est toujours avec amour. Après, voilà, on n'a plus grand chose en commun. Je peux juste souhaiter qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont envie de vivre différemment pour avoir plus d'amis. Et voilà. Avec la grande question de. Je vais aller là-bas et je reviens. C'est pour répondre à ça? Je crois qu'en fait, on peut avoir un cercle d'avis et quand on change, tout simplement, l'environnement qui est autour de nous change aussi et le cercle d'avis en fait partie. Et évidemment, avec cette question, il y a toujours la question de est-ce que ça ne va pas engendrer un repli, un truc sectaire, etc. Nous, on a vu dans l'historique, puisqu'on suit cette idée. Ah zut, je devais parler des ateliers. Bon. On a vu, nous, la secte raélienne, à un moment, parler de nouveaux paradigmes qui étaient sans argent. Évidemment, il fallait que vous donniez vos systèmes. Mais voilà, donc il faut toujours rester méfiant, mais à bon escient, quoi. Bien comme il faut, réfléchir aux causes, aux effets, et avoir confiance aussi, encore une fois, à son cerveau, hein, tout simplement. Quand on parle de petits cercles de 150 personnes, si on a confiance et qu'on voit pour les besoins échangés, forcément ce qu'on va donner et ce qu'on va recevoir va être de qualité. Parce que c'est vrai qu'à la distance, justement, quand on reçoit justement la femme qui va se donner dans moins d'un an, ou tout ça, il y avait un reportage la dernière fois sur les médicaments qui étaient copiés en Inde et tout, et qui faisait qu'il y avait des gens qui mouraient sur table d'opération parce qu'ils n'avaient pas eu de médicaments. Et qu'on n'était même plus capable de savoir la compagnie, la vraie compagnie de la fausse, puisqu'on copiait tout. Et de l'autre côté, en Inde, ils sont super contents parce que eux, ça leur fait de l'argent, ils peuvent nourrir leur famille, et ils sont... Donc, c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais comme ils ne sont pas directement liés avec la personne qui va recevoir la conséquence de ce qu'ils ont créé, et ben ils sont déconnectés en fait. Donc c'est vrai que dans une distribution locale et proche, automatiquement, enfin moi je ne me verrais pas faire un produit et savoir que mon voisin du même village à côté, ben il a quelque chose de merde. Donc c'est vraiment intéressant dans ce sens-là de revenir à quelque chose peut-être plus petit aussi sur beaucoup d'éléments. Message à caractère informatif d'abord. Ah, il est 6h30. 6h30 Bon, mais vas-y. Non, c'est pour le mot de conclusion. Je ne veux pas vous couper dans les langues. Simplement pour vous dire que demain, sur le village d'Alternativa, vous pourrez poursuivre ces échanges. Donc vous l'aurez compris, Marc sera plus que présent et il animera un atelier par rapport à ces réflexions. Il y aura également les CEL, services d'échange libre, donc dans l'espace économie sociale et solidaire. Quant aux incroyables comestibles, ils seront présents dans l'espace agriculture, alimentation, santé. Donc voilà, venez nombreux demain. Et donc il y a, donc tout un tas d'ateliers demain dans l'espace économie sociale et solidaire où on va poser un certain nombre de questions et de réflexions sur ces notions d'argent, travail, emploi, société, économie. Donc voilà, vous êtes les bienvenus.